Bonsoir à toutes et tous. Alors, comme à l'accoutumée, je commence par ma petite introduction avant d'ouvrir le conseil. Alors là, j'aimerais simplement rappeler quelques dates marquantes du calendrier municipal durant ce mois de novembre. Nous avons d'abord clôturé le mois d'octobre avec la première boum d'Halloween organisée par nos différents services. Une grande réussite dans une ambiance festive et intergénérationnelle, dans un décor insolite. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes et les échanges furent chaleureux. Bravo et merci à nos agents qui ont travaillé à son organisation. Alors, le 11 novembre, c'est une cérémonie très émouvante d'hommage aux disparus pour la France qui a réuni de nombreux Moellanais, d'autant plus émouvante que nous avons accueilli la flamme de la mémoire prélevée sur la tombe du soldat inconnu qui représente le symbole de l'attachement à notre histoire et à la transmission des valeurs républicaines en direction de notre jeunesse, bien représentée lors de cette cérémonie. Elle marque un moment fort et indispensable de commémoration qui doit sans cesse réaffirmer les valeurs de cohésion nationale, de défendre et de la liberté et perpétuer le souvenir des anciens combattants. Alors, le 14 novembre avait lieu le goûter dansant organisé par le CCAS, un grand moment festif et une belle réussite avec plus de 80 participants qui se sont retrouvés au son de la country ou encore du sirtaki. Je donne les danses parce que j'y étais à ce moment-là et c'était très, très intéressant. Allez voir danser. Le 20 novembre, alors là, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant qui marque un moment historique. Elle fait référence à l'adoption de la Convention relative aux droits des enfants en 1989. Elle vise à sensibiliser le public aux droits fondamentaux des enfants et à promouvoir leur protection, leur éducation et leur bien-être. Alors à Moëlan, on organise, la mairie, du 17 au 22 novembre, le Conseil municipal des jeunes s'investit autour de cet événement en proposant des rendez-vous afin de sensibiliser petits et grands à cette cause universelle. Une exposition de l'UNICEF est visible à la médiathèque jusqu'à samedi. Et demain, ce sont 150 élèves du CM1, CM2 et 6e qui assisteront au cinéma Le Carfagny à la projection du film documentaire « Demain est à nous » sur ce thème. Alors, merci à nos jeunes pour leur travail et leur engagement. Alors, samedi 15 novembre, nous avons souhaité ici même la bienvenue aux nouveaux arrivants en partenariat avec les AVF, accueil des nouveaux arrivants, en présence de l'association du don du sang et des 2 jumelages. Environ 60 personnes avaient répondu à l'invitation pour ce moment chaleureux, mais aussi important qui permet de savoir qui sont les élus, de se reconnaître, de les reconnaître et d'échanger avec eux. Alors, le 28 et 29 novembre aura lieu la collecte annuelle de la Banque alimentaire. C'est une importante mobilisation nationale pour lutter contre la précarité alimentaire. Donc, nous comptons sur votre bienveillance et votre solidarité auprès des bénévoles qui collecteront les denrées. Voilà, donc là maintenant, j'ouvre le conseil. Je vais procéder à l'appel. Alors, Jackie Abélard, Béatrice Andrieux a donné pouvoir à Annick Lecor, Véronique Bach, Laurent Bellec a donné pouvoir à Gwenaëlle Herouette, Louise Bourlon-Tréguier a donné pouvoir à Christelle Fénéon, Benjamin Brunet, Franck Chanvril, présent. Christine Cipollina, Patrick Desfossés, Jean-Arnaud de Reims a donné pouvoir à Isabelle Moigne, Sylvie Fauglas, présent. Christelle Fénéon, présente. Marie-Louise Grisel, présente, José Guigourez, Philippe Guivarch, Gwenaëlle Herouette,
Dominique Nierski a donné pouvoir à Véronique Bach. Tom Irlande a donné pouvoir à Jackie Abélard. Annick Lecor. Dominique Malcoste. Yannick Moello. Présent. Isabelle Moigne. Présente. Brigitte Offrette. Présent. Jean Raison. Alain Richet a donné pouvoir à Jean Raison. Maryse Rioual. Christophe Rivalin. Présent. Gaël Tréguier. Jean-Claude Titeka. Présent. Alors là, je vais lire l'ordre du jour. Alors, le point 0, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2025. Ensuite, compte-rendu de Madame la maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération numéro 031-2020 en date du 16 juillet 2020. Ensuite, toujours compte-rendu de Madame la maire au conseil municipal d'Estée en justice en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération numéro 31-2020 en date du 16 juillet 2020. Ensuite, la vie associative, une attribution de subvention de fonctionnement pour l'année 2025. Après, les finances, budget principal, décision modificative numéro 4. Toujours les finances, demande fonds de concours pour les aménagements cyclables du quartier de Mérien, Quimperlé Communauté. Ensuite, c'est de l'urbanisme, attribution, subvention, fonds de façade. Toujours de l'urbanisme, clôture et relance de l'appel à manifestation d'intérêt, donc AMI, pour la cession d'un bâtiment situé au 20 place de l'Église à Moëlan-sur-Mer. Ensuite, le point 8, on passe au foncier. Autorisation de répondre à l'appel à candidature de la SAFER pour l'acquisition de parcelles. Le point 9, aménagement et cadre de vie, Conseil départemental du Finistère. Convention d'autorisation d'occupation du domaine public routier et d'entretien pour l'entretien des pistes cyclables RD 116. Le point 10, aménagement et cadre de vie, éclairage public, donc une convention avec le SDEF pour l'extension de 4 points lumineux rue des Grandes Landes. Ensuite, aménagement et cadre de vie toujours, convention de service Enedis, commune de Moëlan-sur-Mer, parcelle ZV 0006 à Saint-Cado. Toujours une convention de servitude Enedis pour la parcelle ZK 0011 Auvergne. Encore une convention de servitude Enedis pour la parcelle BK 0380 à Kersécole. Et ensuite, nous avons les questions diverses. Alors, il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. Merci. Gaël Tréguier sera la secrétaire de séance pour ce conseil. Alors, je vais commencer le point. Alors, d'abord, il faut que nous approuvions le procès-verbal du conseil du 17 septembre 2025. Avez-vous des remarques? Non, pas de remarques, pas de questions. Donc, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Alors, le premier point, donc c'est une information, il n'y a pas de vote. C'est le résultat des remises de plis reçus des différents marchés de fournitures et de voirie. Alors, pour les fournitures, donc il y a 16 sociétés qui ont retiré le dossier sur Mégalis et 3 qui ont répondu à l'offre. JVS Meristem pour les lots 1 à 6. Gestion financière, gestion des ressources humaines, état civil, recensement citoyen, élections et cimetières. Arpège pour les lots 3 à 6, état civil, recensement citoyen, élections et cimetières. Et 3D Ouest pour le lot 6, cimetière.
Alors, on a reçu les plis le 30 juin 2025. Donc, tout a été fait dans les délais. Donc, les offres qui ont été retenues pour le lot 1 et 2, gestion financière, gestion des ressources humaines, c'est JVS Meristem, 14 369 € hors taxes, soit 17 242 € TTC. Et pour les lots 3 à 6, état civil, recensement citoyen, élection cimetière, c'est donc Arpège, 17 776 € hors taxes, soit 21 332 €. Donc tout ça, c'est pour une durée de 5 ans, donc ça va jusqu'en 2031. Ensuite, il y a donc le marché de fourniture de produits d'entretien. Là, il y a 12 sociétés qui ont retiré le dossier sur Mégalis et 8 qui ont répondu à l'offre. Alors bon, je vais vite vous les donner. PLG, Obio, Orapi Hygiène, Gemsi, Industrie Pack et Gamma 29. Alors, les plis sont arrivés donc le 15 août. Les entreprises ont bien transmis les propositions dans les délais. Donc, c'est Industrie Pack qui donc a été retenu pour une durée de 3 ans, donc jusqu'en 2028. Alors ensuite, le marché de voirie. Donc là, c'est les travaux d'entretien et de modernisation des voiries. Comment ? On n'entend plus ? Si, ça y est, c'est bon. Ah. Donc, il y avait Eiffage Route en Île-de-France qui a postulé, et Colas, Centre-Ouest, l'agence de Quimper. Donc, la remise des plis, c'était le 30 septembre. Et donc, bien, ils ont transmis leurs propositions dans les délais, bien sûr. Et donc, l'offre retenue, c'est la Colas, l'agence de Quimper, pour 193 715 € hors taxes, soit 232 458 € TTC, minimum pour 1 an. Donc là, c'est pour une durée de 4 ans. Donc là, c'est juste prendre acte, il n'y a pas de vote sur ce sujet. Alors ensuite, donc là, ce sont les estés en justice. Donc je vais vous citer tous les dossiers. Alors le premier dossier, donc la commune et Monsieur Mejvis. Donc la juridiction, c'est le tribunal administratif de Rennes, bien sûr. C'est une demande d'annulation de PC, secteur Carfagny-les-Pins. L'avocat de Moëlan-sur-Mer, c'est LGP. Mejvis, c'est Maître Mathieu. Alors, l'état de la procédure. Condamnation des requérants à verser à la commune la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure. Donc, un appel est toujours possible jusqu'au 31 mars 2025. Oh, pardon, 31 décembre 2025. Ensuite, Monsieur Denis, donc toujours le tribunal administratif de Rennes. Donc là, il y a une demande d'annulation de l'élection des représentants du comité local des usagers du port du Bélon. Donc, Moëlan-sur-Mer, c'est toujours LGP, nos avocats. Monsieur Denis, c'était non communiqué. Et en fait, la requête de Monsieur Denis a été rejetée par le tribunal. Ensuite, Moëlan-sur-Mer et Monsieur Richier, donc tribunal administratif de Rennes, toujours. Donc, il y a une demande d'annulation d'un CU, secteur de Quérandose. Donc, notre avocat, nous, c'est toujours LGP. Donc, Monsieur Richier, c'est Valadou, Josselin, qui sont associés. Donc là, il y a une procédure qui est en cours. Ensuite, Monsieur Claudic. Donc là, il y a une demande d'annulation de décision implicite de la commune portant rejet de la réclamation du 23 janvier 2025, réalisation de travaux pour remédier au désordre causé rue de Quimperlé par ruissellement d'eau pluviale. Alors, nous, Moëlan-sur-Mer, c'est en cours de saisine, et M. Claudic, c'est maître Franck Buor. Donc, la procédure est en cours. Et donc, le dernier point, non, parce qu'il y en a encore un autre, je crois. Oui. Moëlan-sur-Mer, Cécib, Frocrin, Loriot.
Donc, une demande d'annulation du PC, je ne vous donne pas le chiffre parce que c'est très long, pour 79 logements intermédiaires et collectifs, donc dans le secteur de la rue du Guilly. Donc, Moëlan-sur-Mer, c'est toujours LGP les avocats. Et Cécible, c'est non communiqué. Et Frocrin-Loriot, recours citoyen. Donc, il y a une procédure qui est en cours. C'est tout, voilà. Donc, voilà, c'est pareil, c'est une information. Il n'y a pas de vote là-dessus. Alors, le point numéro 3... Numéro 2, pardon, c'est oui, maintenant le point numéro 3, c'est l'attribution d'une subvention. Donc c'est Christelle Fénéon qui va prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc je vais vous présenter la dernière demande de subvention de l'année, je pense. Elle émane de l'association Art-sur-Mer, qui est une association assez jeune qui s'est créée il y a environ 18 mois et qui regroupe des créatrices, des artistes et des artisanes, je crois qu'il n'y a que des femmes dedans, et qui entreprend d'organiser un marché de Noël sur la place de l'église le 19 décembre prochain, de 16h à 21h, à la sortie des classes pour fêter les vacances. Donc, ils nous demandent une association de 500 € pour les aider dans l'organisation de cette manifestation. Ça nous paraît très intéressant de les soutenir parce que déjà, ça fait longtemps qu'on appelle de nos voeux que des professionnels se rassemblent pour proposer des événements communs et pour animer la commune. Et en plus, elles n'y vont pas seules, c'est-à-dire que Alors, elles ont déjà organisé un petit événement à moindre échelle cet été, le 26 juillet. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, mais c'était très sympa sur les marches de l'église. Et en même temps, il y avait un concert qui était organisé par le salon de thé Périnéonésime. Et là, en fait, elle fédère derrière elle l'ensemble des APE, Musica Moëlan. Je crois qu'elle projette de fonctionner aussi, de proposer de travailler avec l'EHPAD. Et puis, elle fédère également de nombreux autres professionnels et commerçants qui sont réunis sous le collectif Moëlan, en fait. Et je pense que tout ce petit monde réuni va nous proposer une jolie fête le 19 décembre. Il y aura des chants, il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura tout un tas de cadeaux à faire pour ceux qui n'ont pas rempli la hotte. Et voilà. Donc, on vous propose de les soutenir à hauteur de 500 €. Je vous remercie. Et puis, si j'ai le droit, je veux bien reprendre la parole après le vote, Madame la maire, pour donner une petite info. Mais tout à fait. Alors, donc, nous allons voter pour ces 500 €. Oh, ben, il est là. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Ça avait été vu en commission, il n'y avait pas eu de souci. Donc, je vous redonne la parole, Madame. Merci beaucoup, Madame la maire. Je voulais juste vous donner quelques informations du budget participatif de cette année. Alors, non pas pour vous donner les résultats. Les projets lauréats seront dévoilés ici même au prochain conseil, mais déjà pour vous donner des chiffres de participation. Cette année, 9 projets étaient soumis au vote de la population. L'an dernier, c'était 8. Les votes sont clos depuis le 16 novembre, donc depuis dimanche. Les dernières personnes à voter sont celles qui ont voté en ligne. Et sinon, les derniers bulletins de papier qui ont été remis dans l'urne sont ceux des nouveaux arrivants à qui on a proposé, pour ceux qui n'avaient pas encore participé, de voter lorsqu'on leur a souhaité la bienvenue ici même samedi dernier. On est très content parce que la participation a bondi cette année avec 360 votants en ligne contre 160 l'année dernière et 169 votants par bulletin papier dans l'urne qui était à la mairie contre 136 l'an dernier. Ce qui fait donc au total 529 votants contre 303 l'an dernier. Donc une hausse de participation de plus de 75%. Donc voilà, ça nous fait plaisir pour la deuxième année de l'événement et ça prouve que la mayonnaise prend et on atteint un taux de participation de 8,1% au bout de la deuxième année quand la moyenne nationale s'établit à 6,4%. Donc voilà, c'est un petit satisfecit et puis encore un petit peu de patience pour découvrir les
les projets lauréats. Mais merci déjà à l'ensemble des votantes et des votants qui jouent le jeu et qui nous confortent dans l'envie de continuer à proposer ce budget participatif. Voilà, j'ai fini. Merci Christelle, c'était très complet. Alors maintenant, nous passons au point numéro 4. C'est une décision modificative au budget principal et c'est Franck Chanvril qui va vous présenter le bordereau. Merci Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Décision modificative numéro 4 de l'année. Vous m'excuserez, je n'ai pas de tableau à vous présenter, j'ai un petit problème de PC, mais vous avez vu le sujet, je crois. Merci Gwen. Vous avez vu le sujet assez longuement en commission ressources à laquelle je ne pouvais pas participer également. Rappelez qu'on a un point unique à instruire dans le cadre de cette DM. C'est un point que nous avons déjà délibéré puisque nous avons adopté en septembre le principe d'une convention avec le SDEF pour des travaux de remplacement de l'éclairage public par du LED. Si vous vous souvenez de ce sujet-là. Rappelez un petit peu au global quel est l'enjeu financier. D'abord, rappelez que ces travaux-là sont prévus être portés en maîtrise d'ouvrage par le SDEF en 2025 et 2026 pour un changement conséquent de tout l'éclairage et donc à terme, vous le savez aussi, pour des économies sur la facture énergétique. Donc c'est toujours intéressant de se projeter dans cette perspective-là. Si on reprend les termes de la convention, le montant des travaux globalement s'élèvera à 1 16 200 € hors taxe. C'est le montant qui figure dans la convention de septembre. Il est important de rappeler que sur ce montant-là, le SDEF prend en charge 523 200 €. Le SDEF devrait profiter d'un financement fonds vert pour un montant plus modeste de 12 883 €. Et la part de la commune est calculée sur la valeur des travaux à 480 116 €. D'accord ? On est dans le cadre d'une convention qui nous lie avec le SDEF et pour lequel, je le redis, c'est une maîtrise d'ouvrage déportée au SDEF qui va contracter la dette au nom de la commune pour ces travaux-là. Donc la participation de la commune, ce sera in fine les 480 000 € dont je viens de parler, majorés des frais financiers que le SDEF aura à rembourser à son banquier. En l'occurrence, il est connu, ce sera la Banque des Territoires. Donc, pour les écritures qui vous sont proposées dans le cadre de cette DM, elles sont un peu complexes, on s'en excuse. Elles sont validées par notre conseillère, nouvelle conseillère déléguée aux élus locaux, puisque vous avez peut-être en tête que nous avions eu une présentation avant l'été, il me semble, de M. Gourmelon, conseiller délégué aux élus locaux. Il est appelé à de nouvelles fonctions ailleurs, donc il est remplacé désormais par Mme Nice, qui est la nouvelle conseillère déléguée aux élus locaux, et auprès de qui nous avons pris attache pour le montage de cette décision modificative. Je ne veux peut-être pas rentrer dans le détail d'un ligne à ligne. Nous avons donc à constater des écritures d'investissement pour une valeur patrimoniale de 555 500 €, ce qui correspond peu ou prou à la participation in fine de la commune majorée des frais financiers. Nous l'équilibrons en investissement par un emprunt qui n'est pas notre dette propre, mais qui sera la dette contractée par le SDEF au nom de la commune. D'accord ? Et nous avons également à budgéter pour cette opération une écriture d'amortissement de cette subvention d'équipement par annuité. Donc sur 10 ans, ça fait une annuité d'amortissement de 56 000 €. Et nous avons surtout, et c'est ça qui doit nous intéresser, à budgéter le remboursement in fine de la dette contractée par le SDEF, c'est-à-dire une annuité autour de 62 000 €. Sachant que vous avez tout le détail dans la convention qui a été présentée en septembre, et que, in fine, c'est bien cela qui sera la charge réelle de la commune, un remboursement autour de 60 000 € par an pendant 10 ans pour ces travaux de plus d'1 million d'euros. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce montage dit en intracting, je suis désolé pour l'anglicisme, c'est pas très joli. Je sais pas la traduction en français d'ailleurs, je sais pas vous dire à quoi ça correspond, mais je vois que ça te fait sourire, Jean. L'intracting, tu aimes ça. Un anglicisme. Ce qui est important de retenir, c'est que ce montage-là, on n'est pas les seuls à le promouvoir sur le territoire. Il y a d'autres communes qui ont profité de ces modalités de financement déportées via le STEF et en lien avec la Banque des Territoires, et qui permet in fine de profiter aussi d'un taux préférentiel annoncé dans la convention autour de 2,85% sur 10 ans, ce qui est un taux, somme toute, raisonnable vu les conditions de financement actuelles. Et vous précisez également que nous n'avons pas encore
Tous les éléments définitifs de ce prêt bancaire, c'était indiqué à titre indicatif dans la convention de septembre, ce 2,85%. Donc on relance régulièrement le SDEF avant tout décaissement, avant fin d'année pour ce premier remboursement, et nous assurer que nous sommes bien dans les purs des taux qui étaient annoncés en septembre. Voilà ce que je voulais vous dire globalement sur ce montage, sans rentrer dans le ligne à ligne des données financières. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Non. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Alors, le point suivant, c'est toujours Franck Chanvril, une demande de fonds de concours. Oui, la demande de fonds de concours pour les aménagements cyclables du quartier de Mérien, une demande de fonds de concours auprès de Quimper-les-Communautés. Donc, rappelez que la municipalité va réaliser les travaux de réhabilitation des espaces publics du quartier de Mérien. L'un des principes centraux de ces réaménagements, secteur de Mérien, vous le savez, c'est un apaisement de la circulation automobile et plus d'espace proposé pour les piétons et cyclistes. Comme il est indiqué dans le bordereau, la rue du Port sera réaménagée avec création d'un chaussée-doux. On en a déjà fait d'autres sur notre commune et c'est plutôt quelque chose qui fonctionne assez bien de notre point de vue. Chaussée-doux, c'est une chaussée à voie centrale banalisée et qui permet une circulation apaisée pour les vélos et les deux roues. Et les piétons. Donc création d'un chaussée-doux, réalisation d'écluses également pour limiter la vitesse et instaurer une zone 30 sur le secteur de Mérien, et également le virage de Kerkarn en entrée du secteur de Mérien, qui bénéficiera d'un dispositif spécifique. Piétons et cyclistes y seront séparés de la voirie par un massif planté garantissant le confort et la sécurité en entrée de village. Voilà. Donc ça, c'est pour rappeler l'objet des travaux qui font l'objet de cette demande de financement. Sur cette partie aménagement, le montant des travaux est évalué à 24 617,50 € et nous sollicitons un fonds de concours de Quimper-les-Communautés de 3 692 € hors taxe, soit 15% du montant des travaux. Alors évidemment, ces travaux à 24 000 €, ce n'est que pour la partie piste cyclable. Vous le savez, le budget est beaucoup plus conséquent pour le réaménagement de la placette et tous les autres aménagements que nous faisons sur le secteur de Mérien. Voilà ce que je pouvais vous dire. Le conseil municipal est donc appelé à autoriser Madame la maire à demander la révision du schéma directeur d'aménagement cyclable auprès de Quimper-les-Communautés, à l'autoriser Madame la maire à déposer cette demande de subvention pour les aménagements cyclables du quartier de Mérien, au titre du fonds de concours de Quimper-les-Communautés dédié aux aménagements cyclables. Et enfin, d'autoriser Madame la maire à signer toutes les pièces relatives à cette demande de subvention. Merci Franck. Y a-t-il des questions ou des remarques sur le sujet? Non, on a évoqué ça en commission. Donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Alors, le prochain sujet, là, on passe à l'urbanisme avec Gwenaëlle Herouet pour l'attribution des subventions fonds de façade. Merci bien, bonsoir à tous. Alors, je rappelle aux membres du conseil municipal que en septembre 2025, on a lancé le dispositif d'aide au fonds de façade visant à mettre en valeur le patrimoine de la commune. Et donc la bonne nouvelle, c'est que des commerçants se sont déjà emparés de ce fonds de façade, de cette, oui, c'est ça, ce dispositif. Et donc il s'agit de la boulangerie Le Dose pour un montant de travaux de 12 802 € et puis une subvention qui est de l'ordre de 2 500 €. Donc pour le fournil Épidabord, pour des travaux de devanture commerciale qui montent à 2 945 €, le total de la subvention est à 1 472 €. Et enfin pour l'épicerie café La Cambuse, pour une enseigne en lettrage peint, qui est revenu à 1 697 €. La subvention est de 500 €. Donc c'est un dispositif qui est pris par les communes
commerçants et j'espère bientôt par des particuliers. Donc, que les particuliers qui sont dans le secteur du bourg n'hésitent pas à faire une demande de ce fond de façade. Voilà. Oui, merci Gwen. Bourg, aussi le secteur de Kergouez et les ports. On avait aussi ciblé les ports. Moi, je voulais juste rappeler qu'en fait, parce que c'était aussi au niveau de Quimper les communautés au départ, que c'est Frédéric Dano, donc l'architecte coloriste, qui a travaillé à la ville de Lorient, qui a fait pas mal d'immeubles, de jolies maisons là-bas, qui a été missionné d'abord pour une étape de diagnostic. Il y a eu un diagnostic sur site sur les 9 communes engagées. Je vais annoncer les communes: Arzano, Banalec, Beille, Cloire, Locunolé, Moëlan, Quérien, Riec et Tréméven. Et nous, à Moëlan, donc on a arpenté, moi je me souviens, le centre-bourg avec plusieurs habitants qui ont participé après à des ateliers. Et ensuite, l'architecte est passé à la réalisation d'une charte en s'appuyant sur l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, parce qu'on a quand même l'architecte des Bâtiments de France qui nous impose pas mal de choses sur la commune. Donc voilà, et comme l'a dit Gwen, on se réjouit de savoir que les commerçants se sont emparés de cette possibilité. Ça permet de redynamiser le bourg aussi. Et puis maintenant, souhaitons que des particuliers fassent aussi leur dossier. Effectivement, le dossier est peut-être un petit peu complexe à faire, mais bon, il suffit de passer à la mairie et au service urbain, et puis on peut guider les gens. Voilà. Oui, monsieur Guivarch. Oui, une petite question sur ce sujet. Vous avez donc indemnisé, ou vous allez indemniser 2 commerçants pour des travaux qui ont été exécutés avant que le conseil municipal n'adopte le règlement fond de façade. Et donc ma question, est-ce que vous avez fixé une date pour l'application de l'effet rétroactif? S'il n'y a rien dans le règlement. Oui, c'était pour l'année 2025 en fait, puisque là on arrive en fin d'année. Ça aurait été bien dommage de ne pas faire bénéficier des commerçants, puisqu'on arrive au mois de novembre. Voilà. Et après, ça va, pour l'année 2026, on va repartir sur d'autres bases. Voilà ce que je peux vous dire. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur le sujet? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Combien? Alors attendez, il faut lever la main plus haut parce que là, on ne voit pas. 1, 2, 3, 4. 4 abstentions. Et qui vote pour le reste? Merci. Alors, c'est toujours Gwen Naël-Herouette qui passe sur la clôture et relance à l'appel à manifestation d'intérêt. Alors, donc le 24 septembre 2024, nous avions lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la cession d'un bien communal situé 20 place de l'église. Et donc, lors de la procédure de consultation, donc 3 offres ont été déposées et 2 ont été réceptionnées non conformes. Donc, pour le dossier qui a été réceptionné conforme, le candidat a été reçu à 4 reprises, mais le dossier n'est aujourd'hui toujours pas complet. Aussi, après 1 an de procédure infructueuse, il est proposé de clôturer ce premier appel à projet et de relancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt afin de redynamiser le potentiel d'offres à recevoir en ouvrant à la diversification d'offres d'activités pouvant faire l'objet d'un dossier de présentation et d'autoriser une plus grande marge de négociation du prix du bien, puisque voilà, ça fait partie des soucis. Et si le projet lauréat participait activement à la notion d'intérêt général ou d'intérêt économique pour la commune. Voilà, donc il vous est demandé de clôturer l'appel à manifestation d'intérêt initial pour le relancer dans la foulée avec les dispositions
plus grande marge de négociation de prix, notamment. Y a-t-il des questions là-dessus? Non. Pas de questions, pas de remarques? Eh bien, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Alors, le point suivant, c'est toujours Gwenaëlle Herouette. C'est donc une autorisation de répondre à l'appel à candidature de la SAFER pour l'acquisition de parcelles. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais elle est un peu technique en fait. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu le contexte de cette procédure. En gros, il y a eu une succession et une indivision a souhaité vendre ces parcelles agricoles très morcelées sur le sud de la commune. Je vous montrerai tout à l'heure l'ensemble des parcelles qui sont concernées par cette vente. Or, certaines de ces parcelles sont déjà exploitées par des agriculteurs, des exploitations agricoles de la commune, sans qu'il y ait de bail rural de conclu. La commune n'est pas compétente pour préempter ce type de parcelles agricoles. L'organisme compétent, c'est la SAFER. Et donc, la SAFER a préempté ces parcelles. Une fois qu'elle a préempté ces parcelles, la SAFER en fait un appel à candidature et donc, qui est public, elle en fait la publicité, de façon à ce que des organismes ou des exploitations agricoles puissent se manifester comme candidats à l'achat de ces parcelles agricoles. Donc, la commune n'a pas de vocation à se substituer à un exploitant agricole qui souhaiterait acheter une parcelle. Par contre, dans ce cas-là, certains agriculteurs sont intéressés pour acheter des parcelles qu'ils exploitent déjà, mais d'autres sont dans un autre cadre, et notamment dans le cadre de la procédure des friches littorales. C'est-à-dire que parmi les parcelles qui étaient en vente dans cette vente-là, dans cette succession, il y avait notamment les parcelles de fraises de la lande fertile et des parcelles de maraîchage au niveau de l'atelier potager. Et donc, la commune est intéressée pour sécuriser ces exploitations agricoles et donc si la commune est retenue pour l'achat de ces parcelles-là, eh bien, la commune contractera donc un bail rural avec ces exploitations de façon à ce qu'elles puissent continuer à exploiter ces parcelles. Voilà, donc ces parcelles, ce sont les parcelles BX 252, CL 169, CL 178, CN 26, CN 54. Et je vais vous les montrer si vous voulez bien. Oui. Voilà. Donc, hop, ici. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez les petites taches rouges, en fait? C'est-à-dire que ce sont des toutes petites parcelles. Et c'est très, très émité sur l'ensemble de la commune. Avec, ici, si je zoome, des parcelles ici qui sont exploitées pour les fraises de la lande fertile. D'autres parcelles qui sont ici, qui sont déjà exploitées par des exploitants agricoles qui auraient pu se faire exproprier. Et ici, on est sur une parcelle qui est
au niveau de l'atelier potager à cet endroit-là, à Carnon-Armor. Donc ça, ce sont les parcelles qui intéressent la collectivité, et d'autres parcelles peuvent être comme celle-ci. Alors, hop, que je zoome ici. Vous voyez, elles sont... c'est vraiment des tout petits bouts, hein. C'est le cadastre moellanais, hein. Donc elles sont exploitées ici aussi. Voilà. Donc il y a des exploitants agricoles qui candidatent, la collectivité, et il y a aussi le Conservatoire du littoral qui est intéressé par des parcelles qui sont en immédiate proximité du littoral. Voilà. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que il est possible qu'on soit amené, alors dans le cadre de cette procédure, amené à redélibérer pour l'acquisition de ces parcelles, parce que là on est sur la candidature, pour l'acquisition, et éventuellement certains petits bouts qui n'auraient pas trouvé de candidat agricole. Voilà. Merci Gwen pour la présentation. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Monsieur Titeka. Oui, ou alors j'ai pas bien suivi la commission, mais il me semblait qu'en commission, tu avais parlé d'un acquéreur potentiel préalable qui risquait de devenir un peu gênant. Là, on n'en parle pas. Alors, je voudrais savoir si effectivement il y avait risque d'une opération immobilière et que c'était pour contrer ça. Non, alors tous ces terrains ne sont que des terrains agricoles ou naturels. Donc il n'y a pas de possibilité de construction sur ces parcelles-là, hein. D'où le prix de ces parcelles, hein, qui seront entre 50 centimes et 1 euro du mètre carré. Voilà. Donc non, il y a vraiment là-dessus, il n'y a pas de risque, mais effectivement, l'acquéreur potentiel n'était pas un exploitant agricole. Voilà. Il s'était positionné sur des parcelles agricoles, mais il n'avait pas de rapport avec l'agriculture. Oui. Oui, Franck, tu souhaites prendre la parole? Oui, juste une précision, puisque nous avons rencontré avec l'association Optimisme, qui était concernée par une partie du foncier dont on parle ce soir, nous avons rencontré une des représentantes des vendeurs, et donc qui est tout à fait attachée à ce que le projet agricole de l'association Optimisme se poursuive, et qui est tout à fait raccord avec le principe même d'une exploitation agricole. Ce qui importe à ces vendeurs, c'est que leurs biens soient vendus, tout simplement. Et effectivement, je crois que les vendeurs non plus n'avaient pas totalement saisi les intentions initiales de la personne qui se portait acquéreur de l'ensemble de ces biens, très disparates, très difficiles à envisager en termes d'exploitation agricole, d'où le fait que nous fassions valoir effectivement, comme le prévoit le règlement de la SAFER, un droit de priorité, ou en tout cas un droit de sécurisation de la part de notre municipalité pour consolider les exploitations agricoles qui, elles, sont bien réellement installées et déjà opérationnelles sur le terrain depuis plusieurs années, en réponse notamment à des besoins de notre restauration collective. Tout à fait, tout à fait. C'est bon, la réponse vous satisfait? J'essaye de comprendre. Oui, mais c'est vrai que c'est assez complexe comme sujet, oui. Ça nous a été présenté en commission. Oui, voilà. Mais là, on ne pose que la candidature. Ce que vous avez travaillé en commission, c'est... Non, mais j'essaye de comprendre pour quels étaient les motifs de cet éparpillement. Alors, en fait, c'est une indivision, c'est-à-dire qu'il y a eu une succession, et donc lors de la réalisation de cette succession, les indivisaires ont souhaité se séparer de toutes ces parcelles-là. Voilà. Donc, effectivement, c'est une seule vente. Oui, voilà, c'est une seule vente. J'essaye de comprendre quelles étaient les motivations de celui qui s'est porté acquéreur au départ. On ne les connaît pas? Non, on ne les connaît pas. Officiellement.
Absolument. Ce n'était pas un Moëlanais. C'était pas un modèle. On passe au vote. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour l'unanimité? Merci. Alors, c'est toujours Gwenaëlle Herouet. Là, c'est donc une proposition, donc toujours dans l'aménagement et cadre de vie, une proposition de valider une convention avec le département du Finistère. Je te laisse. Alors ça, c'est très très court, mais c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire que la D116, donc la route départementale qui relie Kerguelen jusqu'à Kergouès, donc même jusqu'à Carfagny, c'est une départementale de compétences départementales. Donc, ce qui signifie que nous n'avions jusqu'à présent pas le droit de balayer les pistes, enfin les bandes cyclables de chaque côté de la voie. Et avec cette convention, nous pouvons maintenant le faire. Et donc, notamment en automne, avec les châtaignes, les bogues, etc., c'est la sécurisation, enfin, les déplacements cyclables entre nos deux bourgs en seront grandement facilités. Voilà, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, il faut dire qu'on voit régulièrement des cyclistes qui se déportent sur la route pour éviter, comme tu disais, les bogues. Donc, c'est vrai que ça devenait dangereux. Donc là, c'est super qu'on puisse enfin nettoyer avec notre balayeuse. Vous verrez bientôt la balayeuse. Ah, pardon. Oui, monsieur Desfossés. Oui, là, je disais donc, enfin, je dis, on tombe vraiment dans la bêtise administrative. Alors, il faut que vous mettiez le micro très haut parce qu'à chaque fois, on nous fait la remarque, on n'entend pas. Je disais, là, on tombe Plus haut. on tombe dans la bêtise administrative. Parce que bon, ça se passe entre le département et puis la commune. On ne sait pas qui est à l'initiative, si c'est le département qui a demandé ou si c'est la commune. C'est la commune. C'est la commune, d'accord. Alors, je pose une autre question. Avant qu'il y ait cette convention, s'il y avait eu un accident, un cycliste, qui chute parce qu'il y a des feuilles, une chose comme ça, qui aurait été responsable? Est-ce que ça aurait été réellement le département? Le département aurait été responsable parce que c'est une route départementale. Donc, c'est nous qui avons demandé à nettoyer parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de cyclistes qui prennent cette route départementale et qu'on a eu des demandes et des remarques sur l'état de la route. Voilà, tout simplement. Ça vous pose problème, en fait? Je ne comprends pas. Absolument pas. Donc, moi, je suis bien content, au contraire. Mais je me pose la question, cette piste cyclable existe depuis, je ne sais pas combien de temps. C'est une route départementale. Je ne comprends pas pourquoi le département ne l'a pas fait. Auparavant, nettoyer la piste cyclable s'il y avait un danger d'accident, etc. Enfin, écoutez, il faut aller demander C'est vraiment l'administration. Pour l'administration, c'est vraiment faire des choses. Il y a des évidences. Mettez bien le micro. Inutile, à mon avis. Là, et donc, c'est pour ça qu'on se réjouit que ça change. Voilà. Bah oui, on est tous d'accord. Donc, vous pourrez la prendre avec votre vélo, monsieur Desfossés, bientôt. Mon vélo, croyez pas. Bah, très bien. L'été. Ah, il n'y a pas de bug l'été, de châtaigne. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci. Alors, c'est toujours Gwenaëlle Herouet, là, pour une convention avec le SDEF. Donc là, il s'agit, dans le cadre de l'aménagement de la rue des Grandes Landes, de poser 4 points lumineux entre l'école et puis le camping pour sécuriser notamment les déplacements piétons entre le camping et le bourg de Kergouès et les nouveaux logements et le bourg de Kergouès. Voilà, donc il s'agit de 4 points lumineux d'un montant de 26 000 € hors taxes estimé, avec un financement du SDEF à 1 500 € et donc un financement de la commune à 24 500 €.
Y a-t-il des remarques sur... non. Bon. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Alors, c'est toujours Gwenaëlle Herouet. Là, alors, il y a 3 conventions avec le SDIS de servitude. Pardon, l'Enedis, pardon. Voilà. 3 conventions avec Enedis. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'après, est-ce que vous voulez qu'on les vote séparément ou on les votera ensemble? Enfin, je vais les faire ensemble. Je vais les faire ensemble et on votera séparément si. C'est comme vous voulez. Hein, donc, il s'agit de conventions, comme on l'a déjà fait lors des derniers conseils municipaux et qu'on le refera lors des prochains conseils municipaux. Donc, Enedis enfouit des réseaux électriques. Et donc, lorsque Enedis enfouit des réseaux électriques sur des parcelles qui sont dans le domaine privé de la commune, donc on est obligé de faire une convention, tout simplement. Et donc là, il y a des travaux qui vont avoir lieu à Saint-Cado sur la parcelle ZV06, qui vont avoir lieu au Verne sur la ZK11 et à Kersécole sur la BK 380. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Pas de questions. On passe au vote. Qui vote? Fais les 3 et puis après on verra. Ah non, mais c'est les 3. Les 3, c'est les mêmes. Ça y est, c'est fait. Hein. Oui, les 3, c'est rapide. Hein. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Merci. Eh bien, c'est un record. Je crois que c'est un record combat. 18h55. Alors, ça va faire, par rapport au prochain, celui de décembre, à mon avis, on aura à peine commencé. Ça va être un marathon. Là, c'est un sprint. On n'est pas rendu, non. Alors, les questions diverses. Qui commence? Monsieur... Bon, comme vous voulez. Comme vous voulez. Ça m'est égal. Allez-y. Bon, la première question. Pourriez-vous nous faire un bilan du changement de sens de circulation sur la partie haute de la rue Pontarlier? Quelles ont été les réactions des usagers et les conséquences de ce test? Alors, qu'est-ce que je fais? Je lis toutes les questions? On fait pas non, parce que vous en avez 7, alors déjà, c'est un record beaucoup, oui. Aussi. Ah, vous ne saviez pas? Vous ne saviez pas qu'il en avait 7? Ben, je le dis. Oui. C'est le record. Alors, 7 pour un conseiller, il fait fort. Ah. Oui, c'est ça. Alors, c'est Gwen qui répond à cette question. Oui, alors donc concrètement, le test n'est pas fini. Donc, les gens s'expriment toujours en ligne sur l'application. Et donc, les données n'ont pas encore été analysées. Donc, ça va être fait dans les prochains jours. Voilà. Et donc, le calendrier ensuite de la prise de décision et donc sera communiqué à ce moment-là, en fait. Voilà. D'accord. Donc, il faut attendre. Oui, c'est ça. Donc l'expérimentation sera communiquée comment? Elle sera communiquée. Alors déjà, il y aura la prise de décision avant la communication, et donc forcément, ce processus associera les élus du conseil municipal. Et une fois que ce processus aura eu lieu, il y aura une communication de cette décision. Voilà. Comme d'habitude, il y aura une communication sur les réseaux et sur la zone. Voilà. Alors, deuxième question. Pourriez-vous nous donner une approximation du coût pour la commune de chaque type d'élection, municipale, législative, présidentielle, en tenant compte éventuellement d'un second tour? Est-ce que vous avez ce genre de choses en main? En main. Vaste question. C'est une question à l'ordre du jour. Là, oui, pas encore, mais bientôt. Il
qui risque de l'être doublement. Ben oui. Alors, c'est pas évident à vous répondre parce qu'en fait, il y a le coût qui est compris dans le temps de travail des agents, parce que il y a tous les agents qui font les inscriptions tout au long de l'année, aussi sur les listes électorales, qui font la préparation des bureaux de vote. Donc, ces agents sont payés en heures supplémentaires par rapport quand il y a une élection, ça peut être la présidentielle ou les municipales, la veille et le jour de l'élection. C'est voté. Et alors, pour les personnels, il y a des personnels qui n'est pas éligibles aussi aux heures supplémentaires. Là, je rappelle qu'on a voté en mars 2024 une indemnité forfaitaire complémentaire. Donc ça, c'est pour le personnel qui n'est pas éligible. Ah, c'est très bien. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a se grève dessus les fournitures, le renouvellement des urnes, parce que les urnes, elles cassent, il faut les changer. Les isoloirs, on est aussi des fois obligé de les changer. Il y a aussi les collations pour les personnes qui sont dans les bureaux de vote. Donc c'est pas, pour l'instant on peut pas. Moi j'ai discuté avec la RH, c'est difficile de vous donner un coût global. Si vraiment vous souhaitez que ça soit un peu plus précis, faut nous laisser le temps, parce que là franchement en un jour c'est pas possible de sortir des chiffres. J'ai pas dit en un jour. Hein, mais effectivement on peut essayer il est vrai qu'il est probable que le coût pour une municipale et les coûts pour une présidentielle ne sont pas tout à fait les mêmes. Il n'y a pas les mêmes démarches auprès de la préfecture. C'est pareil. Hein, pour les listes. Si, c'est pareil. Hein. Oui. Toute élection, c'est le même processus. Je ne pense pas que vous intervenez beaucoup sur les listes des présidentielles. Comment ? Mais oui, mais enfin bon, je ne sais pas, mais si vous avez des éléments, moi, ça m'intéresse. Oui, mais c'est une bonne question. Mais là, c'est vrai qu'on a essayé. Bon, on vous a trouvé des réponses. Si vous voulez qu'on approfondisse, qu'on aille sur des chiffres, c'est quand même un temps de travail il faut qu'ils calculent tout ça, vous voyez, parce que là, vous mettez présidentielle, municipale, ça peut être aussi départemental, enfin, toutes les élections. Il faut prendre régional, donc il faut prendre un peu de temps pour... Oui, je pense que Franck va peut-être vous donner quelques précisions. Alors, je vais juste dire qu'on va le faire, on va le calculer, ce sera forcément estimé sur la base d'un forfait. On va estimer l'essentiel, c'est comme l'a dit Madame la maire, c'est le nombre d'heures passées par les agents. Après, que ces heures soient récupérées ou qu'elles soient payées, peu importe, c'est le temps passé qu'on va valoriser partant d'un forfait horaire. Il n'y a pas que le temps pendant l'élection, comme ça a été rappelé, il y a aussi un travail continu avant l'élection, après. Donc tout ça demande un peu de temps, mais effectivement, la donnée est intéressante. Plus les frais logistiques, si je puis dire, autres, qu'il va falloir qu'on consolide et qu'on approche. Après, pour faire le calcul sur les scrutins, pour le faire dans une autre collectivité, c'est assez simple. Hein. On prend ce forfait-là et on calcule en fonction du nombre de tours, et puis on a à peu près une estimation. On ne fera pas plus précis que ça, c'est déjà largement suffisant. Mais il faut nous laisser le temps de le faire. J'ai demandé qu'une approximation. Oui. Mais effectivement, la question ayant été transmise en début de semaine, on a besoin d'un petit peu plus de temps et on abordera ce sujet-là en commission ressources probablement. Je pense que la démocratie a besoin de savoir aussi combien ça coûte. Oui, et j'ai envie de dire que ce qui serait intéressant, c'est de connaître le coût national. Et juste à ajouter, je ne l'ai pas dit, mais quand même, alors je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même la collectivité qui m'essouplit tous les professions de foi. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que et l'installation des panneaux. Enfin oui, c'est vrai que ça. Pendant ce temps-là, les agents ne font pas autre chose. Donc c'est du temps pris sur autre chose. Donc, mais ça, on est tous d'accord. C'est comme ça. Hein, toutes les élections, et puis les élections, on peut pas. On est obligé de les faire. Il n'y a pas le choix. Mais on vous donnera on essaiera de vous donner un peu plus. Oui. Oui, c'est ça, tu as raison, Christelle, c'est le prix de la démocratie. Il me semble qu'il fallait poser la question. Très bien. Alors, troisième question, à l'instar du médicobus mis en place par le département, alors juste une réflexion, c'est une petite goutte d'eau pour le département. Hein. Mais bon, ça c'est ma réflexion à moi. La commune, la communauté de communes, l'ARS ou toute autre structure envisage-t-elle de créer un type de médicobus des spécialistes ? Entre parenthèses, j'ai mis dermato, ophtalmo, ORL, etc. Le micro. Ah, pardon. Ce qui éviterait ainsi des déplacements coûteux vers l'Orient et des surcoûts liés au dépassement d'honoraires.
Alors, c'est Christine Cipollina qui va répondre, puisqu'elle est adjointe à la santé. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le médicobus, actuellement déployé par l'État dans le cadre du plan Ruralité, vise d'abord à renforcer l'accès à la médecine générale dans les zones sous-denses. Dans le Finistère, l'appel à projet est porté par le conseil départemental en lien avec l'ARS et les professionnels de santé. Sur notre territoire, la CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé de Quimperlé-Communauté, a étudié cette possibilité avec l'ARS. À l'issue de ces échanges, il a été décidé de privilégier, plutôt que la mise en circulation des médicobus, des consultations délocalisées sur les zones à faible densité médicale. Ce modèle étant jugé plus adapté aux besoins locaux. S'agissant d'un médicobus de spécialistes, il faut rappeler que les spécialistes sont aujourd'hui en tension très forte, ce qui rend difficile l'organisation de tournées mobiles. La priorité des dispositifs actuels reste donc la médecine générale et les consultations spécialisées se font lorsque les ressources le permettent. La commune reste néanmoins mobilisée avec l'ensemble des partenaires pour favoriser toute solution améliorant l'accès aux soins sur notre territoire. Si on regarde le constat en 10 ans, l'accès aux spécialistes est devenu problématique pour beaucoup de gens. Pour la population, c'est devenu problématique. Alors, vous avez une réponse, c'est vrai, pour les généralistes, on est à peu près servi. Mais pour les spécialistes, ça devient très problématique. Je crois que là, pour les personnes d'un certain âge qui ont... Alors, je ne sais pas, il faudra trouver sûrement quelque chose. Je n'ai pas de solution a priori. Ce sera peut-être aider les gens à se déplacer parce qu'il faut aller à Lorient plus souvent, hein, ou à Quimperlé au mieux, mais souvent c'est Lorient malheureusement. Je crois qu'il faudra trouver quelque chose. Il faudra en tout cas y réfléchir et se poser la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la fréquentation des spécialistes? Alors cette semaine, on a eu une réunion justement pour faire un bilan un petit peu à ce niveau-là. Et effectivement, la réflexion apportée a été celle qui est sortie de nos débats. Et c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit qu'un dispositif comme Cartan ou autre serait peut-être bien. Et on a également demandé à ce qu'il revoie un peu la densité des passages des bus pour TBK, Mobibus et Allobus. Voilà. Donc, voilà. On en a discuté. Voilà. Merci Christine. Peut-être ajouter quand même qu'à l'hôpital de Quimperlé, qui fait partie du GHBS, il y a des consultations externes avec quelques spécialistes. Oui, mais voilà, mais il y en a quand même quelques-unes. Et il y a aussi il y a des communes du pays de Quimperlé, je ne sais pas si je vais les citer, mais qui ont aussi des spécialistes. Oui, Quérien et Tréméven, avec un cardiologue, un ophtalmo. Donc voilà, il y a quand même il faut regarder, il y en a quelques-uns sur le pays de Quimperlé, mais comme tu l'as dit Christine, oui effectivement, c'est un souci pour se déplacer. Il faudra trouver peut-être un moyen de transport moins cher, plus agréable. Et je ne sais pas, il y a sûrement quelque chose à trouver avec TBK, peut-être, je ne sais pas. Ça ne dépend pas de nous. Ça devient problématique pour beaucoup de gens. Oui, on est d'accord. Mais là, les spécialistes, on n'a pas la main sur les professions libérales, hélas. Oui, alors quatrième question. Je ne sais pas si je suis dans la réalité, parce qu'on a parlé d'Enedis là tout à l'heure. Comme il a été indiqué en commission infrastructure, Enedis réalise ou va réaliser un certain nombre de travaux, enfouissement de câbles électriques. Il faut tout reprendre. On va reprendre. Comme il a été indiqué en commission infrastructure, Enedis réalise ou va réaliser un certain nombre de travaux, enfouissement de câbles électriques sur la commune. Les services communaux auront-ils la possibilité de superviser ces travaux et en fonction de la qualité du travail rendu, pourront-ils demander à Enedis de reprendre les travaux si cela est nécessaire? Je pose ça parce que je vois les travaux qui ont été faits au niveau de l'Angroès. Ça fait 2 mois qu'ils ont été faits. Il faut rouler dessus. Donc, il n'y a pas que Enedis, il y a Enedis, il y a Orange, il y a d'autres opérateurs, voilà, Quimperléco.
Donc, en fait, en gros, les travaux des concessionnaires, ils ne sont pas supervisés en tant que tels par la commune. Par contre, les services techniques sont chargés de s'assurer que la réfection de la voirie et les tranchées soient bien exécutées. Voilà. Le poste nouvellement créé de responsable du service voirie, qui a été pourvu très récemment, doit permettre de renforcer cet axe. Notamment parce que les concessionnaires historiques comme Enedis et Orange ont tendance à faire appel à de nombreux sous-traitants qui sont moins précautionneux, dirait-on. Bien, oui, quand je vois ce qui se passe à Langrès, ça fait 2 mois quand même. Hein. C'est pas terrible. Bon, alors, 5e question. Comme il a été dit lors du Conseil du 2 juillet, le choix de ou des entreprises a-t-il été fait concernant la réfection de la route et de la cale de Kerfani? C'est moi qui réponds. Moi, je réponds parce que je les ai vus travailler lundi. C'est la Colas. Ils étaient sur la cale de Carfagny. Ils ont repris la toute petite cale. Oui, j'ai vu les photos là. Ouais, on m'a envoyé les photos là. Voyez, vous êtes aussi informés que moi. C'est pour les fluviales. Oui, mais ça fait rien, c'est la Colas. Oui. Ils ont mis du béton parce qu'il y avait au niveau des buses, il y avait des trous énormes. Ils ont bétonné. Et je pense qu'au fil de l'eau, et c'est le cas de le dire, ils continueront à faire les travaux puisqu'on a un contrat avec eux. Tout le reste de la route et la cale, ça sera la Colas qui va s'en occuper. Pour l'instant, oui, c'est eux qui gèrent. Hein. Oui. C'est ça. Voilà. Donc, ok. Voilà. Alors, toujours suite à ce conseil du 2 juillet, le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, a-t-il fait part de préconisations relatives au recul du trait de côte à Moëlan? Par ailleurs, l'étude générale autre que la carte, parce que la carte, je l'ai consultée, relative au retrait de côte, sur ce recul de trait de côte, est-elle accessible au public? Oui, donc à ce sujet-là, on est toujours en attente. Donc voilà. Non, il n'y a rien pour l'instant. Bon, donc je passe à la 7e question, la dernière. Je vous rassure. L'opérateur Orange annonce la fin de la DSL prochainement. Même si nous ne sommes pas concernés immédiatement, la commune connaît-elle la date approximative de cette échéance et mettra-t-elle en place une structure pour permettre aux usagers de la commune de passer le cap sans se faire abuser par les opérateurs? Alors, concrètement, effectivement, Orange va supprimer tous ces câbles de cuivre, mais pas du tout dans les prochaines années, en fait. C'est-à-dire que, quand je dis pas du tout dans les prochaines années, c'est-à-dire que les premiers concernés, là, vont être concernés pour 2028. Oui, en 2028, les premiers concernés vont être concernés en 2028, et c'est ceux qui ont été les premiers à être équipés de la fibre. C'est-à-dire qu'en gros, il se passe 6 ans entre le moment où la commune est totalement fibrée et le retrait du cuivre. En tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Oui, voilà. Donc là, il me semble qu'on avait dit 2026. Ah non, 2026, ça c'est pour que la commune soit équipée de fibres. Oui. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les communes qui ont été équipées, non pas en 2026 comme on veut l'être, mais qui ont été équipées en 2022, auront le retrait de leur câble de cuivre en 2028. Donc, il se passe environ 6 ans entre le moment où la commune est totalement équipée et le moment où ils enlèvent les fils de cuivre. C'est en tout cas le délai qu'il y a actuellement. Bon, moi, je vais juste rappeler que pendant les commissions, après les points présentés en commission, vous pouvez poser des questions diverses. Certaines auraient pu être... Peut-être on aurait pu même les approfondir en commission plutôt qu'en conseil, mais après... Je suis désolé, mais celle-là, entre autres, est apparue après. D'accord. Parce qu'on a reçu des messages d'Orange
et je ne suis pas le seul, hein, comme quoi on avait peut-être des accès, il fallait taper le numéro de la commune. Moi, je ne l'avais pas. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de communes qui avaient accès, à qui on supprimait la DSL. Mais bon, voilà, mais on n'était pas dedans. Hein. Et ce que je voulais surtout, c'est qu'on évite, parce que quand on demande à Orange, enfin même les autres c'est pareil, hein, c'est pas mieux, c'est éviter qu'ils balancent leur forfait aux gens les plus démunis par rapport au numérique. Hein, parce que on connaît les opérateurs, c'est pas des anges, ils font pas de la philanthropie. Non, mais là, pour le coup, on est vraiment sur un calendrier. C'est 2026 pour la fibre à moellon, et donc, sur l'ensemble du territoire, puisqu'il y a déjà 3 secteurs qui sont déjà équipés. Et donc, là, à ce moment-là, nos concitoyens pourront souscrire à un abonnement pour la fibre. Et ceux qui souhaitent garder la DSL, comme actuellement, pourront le garder encore pendant de nombreuses années. Enfin, de nombreuses années, au moins 5-6 ans, là actuellement. En tout cas, c'est le timing. Oui, vous posez votre question, l'unique. Oui, avant de poser ma question, j'apporte 2 éléments à la question posée sur l'élévation du niveau marin et le recul du trait de côte. Il y a un porté à connaissance qui a été fourni par la préfecture du Finistère pour le département en 2013. Donc il y a des cartes qui existent. Et il y a un rapport CEREMA Météo France Chaume qui vient de paraître le 5 septembre dernier, soit sont des côtes atlantiques. C'est déjà bien. Oui, mais on n'a pas les préconisations. Désolé. C'est un métier, en fait. Je disais simplement que nous n'avions rien de plus que ça, en fait. C'est-à-dire que à l'échelle locale, sur des préconisations locales par le BRGM, on ne les a pas encore. Alors notre question, elle concerne l'aménagement de voiries en centre-ville, rue des Plages. Le 6 juillet 2022, en conseil municipal, nous avons adopté à l'unanimité la délibération numéro 36-2022 relative à une subvention amende de police pour un projet de mise aux normes d'accessibilité personnes à mobilité réduite d'un trottoir en centre-ville, rue des Plages. Un peu plus de 3 ans plus tard, toujours rien, aucun travaux dans ce sens n'ont été réalisés. Les habitants de la rue des Plages, et plus largement de nombreux Molanais, ne comprennent pas cette façon de faire. Demander une subvention, sans doute l'obtenir, avoir un projet précis et 3 ans après, n'avoir toujours rien fait. Surtout quand il s'agit de sécurité. La circulation, voitures et camions dans cette rue est dense et s'est vue renforcée ces derniers temps par le changement de sens de circulation de la rue Pontarlier. En outre, la visibilité à certains endroits est très faible. Quelles explications pouvez-vous nous donner pour cette non-réalisation ? Alors concrètement, à ce sujet-là, il y a d'abord des raisons techniques. C'est-à-dire que la largeur de cette voie départementale, elle ne peut pas être réduite car 2 poids lourds doivent pouvoir se croiser. L'augmentation de la largeur du trottoir d'un côté implique donc la réduction de l'autre côté. Et à cause de cette réduction, il y avait notamment une sortie d'habitation qui se faisait trop près de la voie. Donc ça, c'est une première explication, et avec notamment une solution qui pourrait venir d'une acquisition de foncier. Donc si on réussissait à acquérir du foncier dans ce secteur-là, ça nous permettrait de... Parce qu'on n'est pas chez nous, en fait, partout. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce que les trottoirs ont été aménagés, mais on n'est pas chez nous. Et donc, de plus, des travaux sur le réseau d'assainissement sont en cours de programmation par Quimperléco, et ils nécessitent une véritable coordination de travaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des travaux de réfection de trottoirs comme ça, surtout d'élargissement de trottoirs, sans que ça implique les réseaux, et donc on ne va pas ouvrir 3 fois la route, quoi. Donc en gros, cette année-là, les subventions ont été réorientées vers d'autres trottoirs, en attendant l'avancement de ce dossier.
Voilà la réponse. Eh bien, nous avons donc terminé notre conseil municipal. Je vous remercie.